Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Campus. Vous écoutez Étonnant de nom, un podcast original de l'association Kairos des étudiants de philosophie de Tours. Le sujet du jour, c'est l'évolution et les racines du concept philosophique de l'état de nature, de son émergence avec Grotius à son déclin chez Rousseau. Pour explorer ce sujet, j'ai sur ce plateau Audrey Chiron. Bonjour. Bonjour. Que vous connaissez déjà. Et aussi Mathias Delinière. Bonjour. Bonjour. Mathias, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire aussi pourquoi ce concept vous intéresse ? Entendu. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis donc Mathias Delinière, je suis professeur de philosophie en lycée et chargé de cours à l'université de Tours, au département de philosophie. Et j'ai proposé par le passé aux étudiants de première année de licence un cours sur ce concept d'état de nature, puisqu'il m'apparaît comme un concept très singulier dans l'histoire de la philosophie, puisqu'il apparaît, comme vous l'avez dit, sous la plume de Grotius au début du XVIIe siècle, grosso modo, et qu'il s'éteint avec Rousseau un siècle et demi plus tard, en 1754, grosso modo, puisque on considère souvent que le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau est le dernier grand texte qui utilise ce concept-là. Voilà. Donc on a un concept météoritique qui traverse comme ça une courte période de l'histoire de la philosophie. Et c'est pour ça qu'il m'intéresse. De quoi parle-t-on exactement quand on évoque l'état de nature ? Alors l'état de nature, c'est un concept philosophique qui sert à expliquer en particulier les origines de la vie en société. Au fond, les auteurs tels que Rousseau, Hobbes ou Locke cherchent à justifier l'existence de la vie sociale et pourquoi la société est telle que nous la connaissons. Et à partir de là, ils ont besoin d'essayer d'imaginer ce que serait une vie en dehors de la société. Et donc l'état de nature est ce concept qui nomme ce que serait la vie en dehors de ce qu'on appelle la société ou encore l'état civil. Donc il y a une opposition état de nature, état civil. Voilà. Vous évoquez tout à l'heure que ce concept a été utilisé par certains auteurs puis a disparu. Comment peut-on expliquer cette trajectoire singulière ? Alors c'est toute la question, et c'est la question qui est difficile à résoudre, à mon sens. Pour ce qui est des origines, on aura l'occasion tout au long de cette discussion d'essayer de l'éclairer. Pour ce qui en est de sa disparition, je dois dire qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas d'hypothèse probante, mis à part que on peut estimer qu'il est remplacé dans une certaine mesure par des concepts peut-être plus opératoires en raison de ses propres défauts, puisque l'état de nature décrit une pure expérience de pensée et donc n'a jamais réellement existé. Et donc fonder toute l'analyse du fait social sur quelque chose qui n'existe pas pose quand même de sérieux problèmes de méthode, qui font que, par exemple, Hegel va critiquer très largement le concept. Okay. Mais est-ce qu'on ne retrouve pas, du coup, ce concept d'état de nature, même s'il n'est pas nommé comme tel, dans des théories contemporaines ? Je pense notamment à Freud, avec l'idée que l'homme est un loup pour l'homme, des choses comme ça. C'est un concept qui laisse des traces dans l'histoire de toute façon. Avant même Freud, on peut imaginer, puisque je vous le disais, Hegel critique l'usage du concept et s'en débarrasse, le considère comme nul et non avenu. Mais on peut, d'une certaine façon, on pourrait imaginer que la dialectique du maître et du serviteur chez Hegel remplit un peu la même fonction, puisqu'il s'agit de décrire sous forme d'expérience de pensée ce qu'il pourrait se passer dans la rencontre de deux consciences en dehors de toute règle sociale. Et donc en fait c'est un concept qui va être remplacé par d'autres concepts ultérieurs et qui donc a une postérité malgré tout. Okay. Quand on compare Hobbes, Locke et Rousseau, les trois auteurs que vous avez cités, on remarque qu'ils ne décrivent pas du tout le même état de nature. Pour quelqu'un qui découvre ces auteurs, quelles sont les grandes différences entre leurs différentes visions ? Alors, le premier grand état de nature après Grotius, en fait il y a plusieurs auteurs de l'état de nature et nous on en retient trois, puisqu'il y a Grotius qu'on étudie généralement assez peu en philosophie classique,
dans le cursus classique en tout cas. Il y a Pufendorf, dans une moindre mesure, qui pareil est quand même largement oublié par l'histoire de la philosophie généraliste. Et puis viennent ensuite nos trois grands auteurs, à savoir donc Hobbes, Locke et Rousseau. Chez Hobbes, le concept désigne une forme de la vie humaine qui est extrêmement négatif, puisque, suivant la phrase célèbre du chapitre 13 du Léviathan, la vie humaine y est décrite comme solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève. Autrement dit, la vie des hommes dans cet état est extrêmement précaire en raison de plusieurs facteurs combinés. Déjà, une relative rareté des ressources disponibles. En face de cela, la nécessité pour chacun de conserver sa propre vie. Une absence totale de toute règle extérieure et donc une confrontation, une concurrence et une confrontation permanente entre les individus qui fait que chacun, pour s'assurer sa survie, est susceptible de s'en prendre à tous les autres, ces autres lui apparaissant comme une menace et donc comme du conflit potentiel, quoi. Donc là, on est face à une vision très négative. Chez Locke, le concept est peut-être un peu moins central. Locke insiste grosso modo sur deux grands aspects. D'un côté, une parfaite liberté, et de l'autre, sur le fait qu'il existe néanmoins des lois, les lois de la nature, à l'intérieur de cet état. Voilà, je le laisse pour l'instant de côté. Je pense que Locke, on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Et enfin, chez Rousseau, on a l'exact contraire de la vision hobbesienne, puisque chez Rousseau, les ressources sont abondantes, et les hommes étant néanmoins encore intéressés à leur propre survie, ont tendance, chez Rousseau, ou d'après Rousseau, à s'éviter les uns les autres plutôt qu'à se confronter. Puisque toute confrontation risque de déboucher sur ma propre mort, j'ai peu de raisons d'aller à la confrontation avec l'autre. Donc Rousseau, à partir du même principe de conservation, et sur la base d'un stock de ressources disponibles quand même largement opposé, aboutit à une conclusion diamétralement inverse à celle de Hobbes. Donc chez Hobbes, on a un état parfaitement négatif, et chez Rousseau, on a un état assez largement positif. Puisque, je cite Rousseau dans le second discours, il nous dit « L'état de nature est celui où le soin de notre conservation est le moins préjudiciable à celle d'autrui, cet état étant par conséquent le plus propre à la paix et le plus convenable au genre humain. » Alors, une vision très positive. Et cette méfiance qu'on ressent encore aujourd'hui, par exemple, quand vous disiez le conflit, ou cette méfiance qu'on ressent vis-à-vis des autres, pourquoi chez Hobbes, ça ne prouve pas que l'état nature pourrait encore subsister aujourd'hui? Parce que cette guerre, on peut encore la reconnaître aujourd'hui, alors que c'est un état civil. Tout à fait. Alors, il y a deux réponses. La première, chez Hobbes déjà, de l'intérieur de la théorie hobbesienne, ça relève d'une anthropologie, c'est-à-dire qu'il est dans la nature humaine de chercher à se conserver soi-même, et il est sans doute dans la nature humaine d'être relativement méfiant à l'égard des autres. Donc que la méfiance ne s'éteigne pas totalement avec le contrat social, avec le fait de basculer dans la vie en société sous la protection d'un État, c'est pas du tout quelque chose d'incompréhensible étant donné notre propre nature. Et de cela, Hobbes donne un exemple qui est très célèbre en philosophie, qui dit si en société, quand vous quittez votre maison, vous fermez la porte à clé, alors a fortiori quand vous ne vivez pas en société, vous allez aussi chercher des moyens de protection. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une nature humaine qui dépasse toute condition, quoi. La deuxième réponse possible, c'est que, justement, peut-être l'état de nature ne décrit pas forcément quelque chose qui est de l'ordre d'autre chose que la vie en société. Il est tout à fait possible de combiner vie en société et représentation hobbesienne de l'état de nature, c'est-à-dire vision d'une humanité très négative, de conflits, de rapports de force, etc., etc. C'est ce qu'on voit en particulier dans des sociétés, dans des États faillis, par exemple ce qu'on a pu voir en Syrie ou dans d'autres sociétés où l'État est à demi effondré, voire complètement effondré, et où donc les gens continuent malgré tout de vivre en société,
et où néanmoins les relations sociales sont extrêmement conflictuelles, quoi. De même, on a une phrase très célèbre de Margaret Thatcher sur le sujet qui dit « Il n'existe pas de société, il n'existe que des individus ». Et c'est là, au fond, une forme de description de l'état de nature, puisque l'état de nature, c'est ce moment où il n'y a pas de société, où seuls les individus existent. Donc, au fond, si Madame Thatcher avait raison, il faut entendre que l'état de nature désigne moins un état qui précède la vie en société qu'une forme que la vie en société a pu prendre sous le fait de certaines configurations socio-économiques. Donc je laisse le nom en suspens, je pense que tout le monde est tout à fait capable de comprendre ce dont il s'agit. Pourquoi tous ces auteurs éprouvent-ils le besoin de remonter à un état où il n'y a pas encore une société politique ? Justement pour comprendre d'où elle vient, la vie en société. Pour établir ce qui a justifié son existence et pour comprendre à quoi elle ressemble, pourquoi elle ressemble à ce qu'on connaît, quoi. Comment l'État, au fond, est apparu. Ok. On sait que Hobbes écrivait dans un contexte de guerre et que cela influence sa réflexion sur l'homme et la société. Qu'est-ce qui change de Hobbes à Rousseau, justement ? Pourquoi Rousseau arrive à une vision complètement différente, voire opposée ? Alors, tout à fait. Leurs conceptions de l'état-nature sont largement différentes, voire carrément opposées. Et cela, je crois, en raison de contextes d'écriture qui sont opposés. Hobbes vit au XVIIe siècle, au moment où se déclenche, il le dit lui-même dans la préface du Dekiwe, du citoyen en français dans le texte, au moment où se déclenche en Angleterre une guerre civile. Alors il le dit, je peux vous citer le texte. Pendant que je complétais mes réflexions, dit-il, que je les mettais en ordre et que je rédigeais avec lenteur et minutie, il est advenu que ma patrie, quelques années avant que la guerre civile n'éclate, s'est mise en effervescence. Donc c'est ce contexte, dit-il, qui déclenche chez lui l'urgence d'écrire à propos de la question politique et de la nécessité de, au fond, se soumettre à l'autorité de l'État, quel que soit le jugement qu'on puisse porter à son égard. Donc il y a un contexte historique spécifique à Hobbes qui explique de façon avouée qu'il en vienne à penser de cette façon-là l'état de nature et le rapport à l'État. L'État au sens d'institution politique. Chez Rousseau, on est un siècle plus tard, et chez Rousseau, on trouve de très nombreuses références, en particulier à des sources proto-ethnographiques. Rousseau hérite de récits de voyage qui décrivent des humanités largement exotiques pour nous et dont le fonctionnement social est très différent d'une autre. Et de cela, il tire des conclusions à propos de l'état de nature très différentes. Autrement dit, il utilise ce qu'on appellera par la suite les sociétés primitives comme modèle de l'homme de l'état de nature. Et ce modèle lui donne une vision un peu irénique, puisque ce sont des sociétés qui sont, par certains aspects, réputées plus paisibles que les nôtres. Et alors, à ce titre, les deux grands exemples que j'ai pu relever dans le second discours sont d'un côté les Hottentotes du Cap de Bonne-Espérance et les Caraïbes, qui sont cités dans le corps du texte comme témoignages et exemples de ce que pourrait être un homme de l'état de nature. Du coup, ces récits-là, ils jouent un rôle important dans la manière dont les philosophes réfléchissent à la nature humaine et, de manière générale, à notre rapport avec la nature. Il me semble que chez Diderot, on retrouve également cette idée que ces sociétés-là seraient plus proches de la nature ou des trucs comme ça. Tout à fait. Alors, on trouve cette idée qui va faire l'objet d'une critique par la suite, qui est cette espèce de constitution d'un mythe du bon sauvage ou du noble sauvage, auquel participeraient et Rousseau et Diderot, donc, qui, sur la base des récits de voyage, dressent
une espèce de portrait, encore une fois, assez idyllique de la vie dans les sociétés primitives, portrait qui est, il faut bien le dire, très très éloigné de la réalité, pour diverses raisons, et qui en une des raisons étant qu'ils ne considèrent déjà que la partie masculine de la population, puisque très souvent, la condition féminine est beaucoup moins idéale que la condition masculine dans ces sociétés-là. Néanmoins, en effet, ils ont dressé ce portrait-là, mais qui est sans doute mal compris, puisqu'en réalité, ce portrait ne sert que de critique implicite de nos propres sociétés, dans une espèce d'inversion des valeurs qui fait que nous serions en réalité pas au-dessus de telle société. Le processus de civilisation ne serait pas un processus d'amélioration de l'humanité, mais au fond, une forme de dégradation continue vers l'état dans lequel nous nous trouvons. Est-ce que l'enjeu pour une société est de pouvoir se réinventer politiquement? Parce que chez les auteurs du commencement était une référence que vous avez renvoyée. Je crois que c'est... Comment il s'appelle? David Graeber, oui. Oui, c'est ça. Il y a une critique de la conception de l'état de nature de Rousseau, mais également de Hobbes, mais notamment chez Rousseau. Il apparaît que ce concept est un carcan paralysant, parce que justement, ils imposent l'idée que l'inégalité est le prix inévitable de la complexité et de la civilisation. Oui, ouais. Tout à fait. Alors l'idée de Graeber est... tout d'abord, le livre est très épais. Donc, le résumer en quelques mots sera tout à fait impossible. Mais l'idée au fond de départ est qu'on se fait une image fausse de ce que sont les sociétés dites primitives et de leurs différences avec nous. On se fait l'idée que il y aurait eu une humanité soit extrêmement brutale, soit parfaitement idéale, grosso modo jusqu'au néolithique, et qu'avec la révolution agraire, la domestication des plantes et des animaux, on aurait basculé du nomadisme vers une sédentarité qui s'accompagne de l'émergence des États. Et qu'avec l'émergence des États sont nées les inégalités. Alors il y a des avantages, puisque d'un côté, la vie est un peu plus sûre, en termes de sécurité alimentaire, en termes de sécurité contre les violences venues de l'extérieur, mais qu'en même temps, ça se fait au prix d'inégalités très fortes. Et donc, toutes choses qui sont héritées au fond de Hobbes et Rousseau, quoi. Et ce que dit Graeber, c'est qu'en réalité, c'est tout à fait faux, puisqu'on peut avoir des sociétés sédentaires et relativement anarchistes, des sociétés nomades et extrêmement hiérarchisées. On peut avoir des sociétés primitives extrêmement inégalitaires et violentes, et des sociétés modernes beaucoup plus égalitaires. Donc en réalité, que les raisons ne se trouvent pas là où on les a mises, à partir de la lecture de nos auteurs du XVIIe et XVIIIe. On présente souvent, du coup, l'état de nature comme une expérience de pensée, mais vous proposez une autre lecture liée au contexte des grandes découvertes. Comment ces événements historiques peuvent-ils transformer notre compréhension du concept? Alors tout à fait. C'est l'idée principale que je voulais développer et qui me vient de la lecture de l'ouvrage de Fabrice Argounès, intitulé Méridien, publié aux éditions du CNRS. Et donc ce livre porte sur les méridiens, c'est-à-dire sur le problème du calcul des longitudes, puisque dans la navigation qui accompagne les grandes découvertes et par laquelle se font les grandes découvertes, un des gros problèmes est ce calcul des longitudes, puisqu'on sait calculer la latitude depuis très longtemps, c'est-à-dire la position d'un objet sur l'axe nord-sud, mais on ne sait pas, jusqu'à très tard, fixer la longitude, c'est-à-dire la position de l'objet sur l'axe est-ouest. D'accord ? Donc on sait où on se trouve par rapport à l'équateur, mais on ne sait pas où on se trouve entre guillemets, en gauche-droite. Ce qui rend la navigation très périlleuse, puisque vous ne savez pas exactement où vous vous trouvez par rapport aux écueils, aux côtes, etc., et à l'ensemble du relief qui vous entoure quand vous êtes sur un bateau. Même si vous êtes sur un bateau, il y a quand même du relief sous l'eau.
Donc les bateaux s'écrasent assez régulièrement contre des îles, des récifs, etc., etc. Donc il faut absolument apprendre à calculer ces longitudes, et ça a fait l'objet d'une préoccupation majeure de la part des États occidentaux, pour deux raisons. Petit 1, une raison économique, contrôler le commerce, fluidifier les flux, avoir des trajets qui sont plus sûrs, que les marchandises arrivent, que le profit rentre, etc. Et puis, pour une autre dimension, qui est une dimension politique, qui est qui est plutôt celle du contrôle de leurs empires par les États occidentaux qui sont en train de conquérir le monde à ce moment-là. Et donc, Fabrice Argounès étudie de façon extrêmement claire toutes ces questions dans ce livre Méridien. Et au détour de ce livre, il parle de ce qu'on appelle des lignes d'amitié. Et alors, une ligne d'amitié, c'est justement un méridien, c'est-à-dire une ligne nord-sud, qui permet de diviser le monde en deux zones, est et ouest, suivant où vous le mettez. Et ces lignes d'amitié servent en particulier aux États pour définir la portée pratique de leurs traités. Mettons que la France et l'Angleterre aient un traité de paix ou un traité d'alliance. Ce traité de paix ou ce traité d'alliance ne vaut que d'un seul des deux côtés de la ligne d'amitié. En général du côté est, c'est-à-dire du côté européen de la ligne d'amitié, et du côté ouest, le traité n'a plus de valeur. Il n'existe plus, il est suspendu. Donc la ligne d'amitié sépare au fond ce qu'on pourrait considérer comme d'un côté un monde civilisé, où les lois ont cours, où les traités doivent être respectés, où les bannières ont un sens, où on n'attaque pas les alliés, et un côté ouest de la ligne, où là, plus aucun traité n'a voix au chapitre, plus aucune loi n'a lieu d'être respectée, et où on peut faire exactement ce qu'on veut, attaquer un allié comme attaquer un ennemi, etc., etc. Donc, en réalité, le côté ouest de la ligne d'amitié est très exactement ce que Hobbes, d'une certaine façon, décrit sous le nom d'état de nature. Tout ce qui se trouve à l'ouest de la ligne d'amitié, c'est au fond un vaste état de nature. Et donc l'hypothèse que je propose, c'est celle-ci, c'est de se dire qu'au fond, ce concept d'état de nature, il ne naît pas exclusivement de l'imagination des philosophes, il naît aussi d'une réalité historique qui est tangible et qui est expérimentée par leurs contemporains. À savoir que quand ils franchissent une certaine ligne imaginaire tracée sur les cartes, ils basculent dans un autre monde, dans une zone de non-droit. Et donc, une des origines possibles, ça pourrait être ça. Une des influences à l'origine du concept, ça pourrait être cette notion de ligne d'amitié. Et donc, on pourrait dire qu'encore aujourd'hui, tous ces océans ou ces parts de la Terre qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas habitées, ce serait l'état sauvage, l'état de nature. C'est une bonne question. Aujourd'hui, le droit a fait quand même tout un chemin, et donc les parties de la mer qui n'appartiennent à personne se sont réduites, ne serait-ce que parce qu'il y a des zones économiques exclusives, des zones de pêche, etc., et que les États contrôlent au fond plus que simplement leur territoire terrestre. Par exemple, la France, je crois, est parmi les nations qui ont la plus grande extension en termes de domaine maritime en raison de ses nombreuses possessions ultramarines. Donc, s'il reste quelque chose de l'état de nature, sa portion s'est quand même très largement réduite. C'est plus maintenant deux côtés d'une seule ligne. Ce sont une zone sur laquelle empiètent toutes les zones économiques exclusives. Néanmoins, l'idée est intéressante en ceci qu'elle est récupérée d'une certaine façon par certains libertariens je ne sais pas si vous savez ça, qui rachètent des plateformes pétrolières en dehors des eaux nationales, dans les eaux internationales, pour justement y monter en dehors de tout cadre légal des espèces de pseudo-utopies où les lois habituelles n'ont plus cours, quoi. Donc on pourrait éventuellement considérer que ce qui reste aujourd'hui de l'état de nature, ce serait ces eaux internationales, mais je pense qu'en fait, il
il y a des droits néanmoins coutumiers, des droits de la mer, du droit international qui régit ça. Et que l'existence, en fait, l'émergence du droit international a aboli en quelque sorte entre guillemets, la pureté de l'état de nature. Au sens où même en haute mer, le droit international continue en théorie de s'appliquer. Et à l'état de nature, ce droit de l'environnement, est-ce qu'il y a... c'est bizarre de parler de droit donc, à l'état de nature, mais en même temps, on a envie de dire qu'il faudrait protéger son environnement pour qu'on puisse vivre le plus longtemps à l'état de nature. Parce que si on est déjà en méfiance avec les autres, il faut aussi que nous, on ait de quoi vivre. Donc, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ce serait un début de droit à l'état de nature où on ne peut pas faire n'importe quoi justement avec la nature, parce que sinon, nous, on meurt. Tout à fait. Alors, c'est l'idée intéressante aussi, en ceci qu'elle rejoint un peu ce que dit Locke. Au fond, à l'état de nature, il n'y a absolument pas de loi. Et ça, à vrai dire, tous nos auteurs sont plutôt d'accord là-dessus. À l'état de nature, il existe de la loi naturelle. Alors, ils n'ont aucune conception écologique. Cette époque-là est totalement aveugle à ce problème-là, pour des raisons qui leur appartiennent et qui, au fond, sont assez compréhensibles. Mais ils ont bien une idée que l'état de nature ne veut pas dire l'absence totale de loi, mais l'absence des lois positives, c'est-à-dire de lois fixées par des États, et qui restent néanmoins de la loi naturelle. Et peut-être que nous, on pourrait inscrire au titre de loi naturelle cette nécessité de faire droit au milieu, et à la coexistence avec les autres espèces de l'existence desquelles nous dépendons à notre tour. Ce ne serait pas totalement incompatible et incohérent avec cette notion de loi naturelle. La question de la propriété privée devient centrale à cette époque. Comment certaines pratiques politiques ou même coloniales éclairent-elles la réflexion philosophique sur le droit à posséder une terre ? Alors ça, c'est très intéressant aussi. Et c'est la suite, en effet, de cette idée des lignes d'amitié chez Fabrice Argounès. C'est qu'au cours de leurs explorations, les Portugais et les Espagnols en particulier partaient avec leurs bateaux chargés évidemment de victuailles et de denrées pour pouvoir s'alimenter pendant le voyage, mais partaient aussi avec quelque chose qui, de notre point de vue, peut apparaître beaucoup plus inutile, à savoir des espèces de pierres ou de grandes croix de pierre ou de bois qu'ils pouvaient déposer sur les plages ou les reliefs qu'ils pouvaient croiser. Donc ils lestaient les bateaux quand même avec ces espèces d'énormes blocs de pierre, simplement pour pouvoir les déposer ici et là. Et en réalité, on comprend très bien pourquoi. Il s'agit de manifester une prise de possession sur des nouvelles terres. Je découvre cet endroit. Moi, en tant que Portugais ou Espagnol, je suis le premier homme civilisé à mettre le pied ici. Et donc cette terre, à partir de là, m'appartient. Et donc les Espagnols et les Portugais ont conquis comme ça la moitié du globe, sans jamais laisser le moindre individu pour contrôler la terre, pour la mettre en œuvre, pour défricher, pour habiter, etc. Il n'y a pas assez de monde sur les bateaux pour faire tout ça. Donc juste, ils déposent un bloc de pierre et ils avancent. Et évidemment, ils revendiquent par là la propriété sur les terres ainsi découvertes et conquises par la grâce du minerai. Et les autres nations ne sont pas du tout d'accord. Enfin, quand vous êtes reine d'Angleterre, comme Élisabeth, que je vais citer dans un instant, ou roi de France, et qu'on vous dit vous ne pouvez plus vous installer là parce qu'on est les premiers à être passés, on a mis un bloc de pierre, donc ça nous appartient, ça ne va pas être possible. Et donc, une des réponses d'Élisabeth à l'ambassadeur espagnol en 1580 est la suivante. Excusez-moi, il faut que je retrouve. Je ne savais pas que les Portugais ou les Espagnols eussent des droits sur d'autres pays que ceux dont ils étaient réellement en possession. Quant au fait qu'ils étaient descendus ça et là en quelques points d'une côte, c'était là une chose sans importance, d'après la souveraine anglaise, qui ne pouvait en aucune manière leur donner de propriété sur les lieux, autres que ceux où ils s'étaient vraiment établis,
et où ils avaient continué à résider. Donc on a là une contestation de la part de la souveraine d'Angleterre du fait qu'une quelconque nation puisse s'approprier une quelconque terre simplement en y déposant un bloc de pierre. La véritable propriété, manifestement de son point de vue, suppose de s'établir réellement et de continuer à résider en un lieu, c'est-à-dire encore une fois, d'y réaliser un certain nombre de modifications, de mettre en valeur la terre, de défricher, d'ouvrir des champs, de les cultiver, de mettre en place des enclos, etc., etc. Or, et c'est ça qui est intéressant, dans le traité du gouvernement civil, John Locke va défendre très exactement la même conception de la propriété privée. C'est-à-dire que d'après lui, ce qui justifie à l'état de nature de s'approprier, de s'accaparer une partie de ses fruits et de la terre, c'est exclusivement le travail. Seul le travail permet de revendiquer légitimement la possession d'une chose. Seule la modification de la nature permet de dire « ceci est à moi en toute légitimité ». Et donc Locke, manifestement, vient justifier a posteriori, philosophiquement, une position politique qui est celle de sa propre nation contre d'autres nations. Donc on retrouve à nouveau, je crois, une inscription du concept d'état de nature et de son utilisation à l'intérieur d'un débat géopolitique plus large. Et donc cette explication politique de Locke, ça a pu aussi justifier de déposséder des habitants qui étaient déjà là-bas, en se disant moi je trouve que vous n'avez pas très bien possédé la terre, donc partez et moi je vais mieux le faire. Tout à fait. Et alors ça, c'est un très ancien débat à propos du colonialisme, c'est-à-dire que au fond, la position européenne est que puisque les peuples autochtones, d'après eux évidemment, ne mettaient pas en valeur la terre, ne la défrichaient pas, ne l'exploitaient pas, etc., ils ne pouvaient donc pas s'en revendiquer propriétaires. Et puisque cette terre n'appartenait à personne, chacun était libre d'en disposer comme il l'entend. Ce qui, par ailleurs, je dis en passant, mais est une des définitions possibles de la nature. La nature peut se définir comme res nullius, comme ce qui n'appartient à personne. La chose naturelle, c'est ce qui appartient à personne, et donc ce dont chacun peut disposer comme il l'entend. Et donc, puisqu'on prétend que les peuples autochtones n'en ont pas disposé, eh bien, c'est resté à la disposition de chacun, et donc on peut se l'approprier librement. Évidemment, en passant sous silence et en niant complètement ce qu'il y a de modification du territoire par les peuples qui l'habitaient déjà. Ça, pour le coup, ça a été étudié. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais c'est un autre bouquin qui vient de sortir aux éditions du CNRS à propos de l'Amazonie, qui montre, qui fait une synthèse des données actuelles et qui montre que l'Amazonie est peuplée très très intensément et très densément, avec un très haut niveau de modification de l'environnement depuis très très longtemps. Et qu'en fait, il y a une chute démographique au contact de la conquête occidentale, mais qu'en fait, l'Amazonie n'est pas du tout une région naturelle et sauvage. C'est une région qui est anthropisée depuis des siècles et des siècles. Simplement, on l'a perdu de vue parce que, un, on a une vision d'occidentaux, et deux, parce qu'en fait, ces gens-là ont disparu au contact des occidentaux, et donc il y a une espèce de, entre guillemets, de réensauvagement. Rousseau critique fortement l'apparition de la propriété privée, ce qui était déjà énorme, mais est-ce que cette critique prend un sens différent lorsqu'on la replace dans un contexte de conquête coloniale? Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Parce que j'étais en train d'essayer de retrouver la référence à Rousseau en même temps. Excusez-moi. Est-ce que la critique de Rousseau sur la propriété privée prend un sens différent lorsqu'on la replace dans un contexte de conquête coloniale? C'est la question. Alors oui, dans une certaine mesure. En fait, j'ai du mal à vous répondre parce que la critique est déjà tellement puissante de façon générale contre la propriété privée que, au fond, certes, elle prend une autre dimension quand on la lit, mais elle est en tant que telle extrêmement virulente.
Néanmoins, en effet, en fait, toute la critique de Rousseau, enfin le texte célèbre du second discours où Rousseau critique la propriété privée, c'est ce moment où il dit que, au fond, la propriété privée est née de notre naïveté, du fait que quelqu'un est venu, a commencé à planter des piquets, à enclore une terre et se l'est approprié en disant bah, « ceci est à moi ». Et du coup, plus personne n'a le droit de rentrer ici. Et que nous aurions mieux fait d'arracher les piquets et de dire qu'il ne faut pas écouter cet homme-là et que la terre est à tout le monde et que chacun peut en disposer comme il l'entend. Voilà pour la critique générale de la propriété privée. Et ce qui est étonnant, c'est qu'une fois qu'on remet ça dans le contexte des grandes découvertes, ça prend effectivement un autre sens, au sens où celui qui débarque et qui commence à enclore une terre avec des piquets, bah, de fait, il a existé. C'est pas juste une vue de l'esprit, c'est ce conquistador qui en effet arrive, commence à planter des palissades sur la plage, à se construire un village à l'intérieur, et puis agrandit la palissade, et puis commence à ouvrir des champs. Et si vous venez que vous tuez une poule, tout d'un coup, c'est un drame et une atteinte à la propriété privée. En effet, on peut relire le texte rousseauiste de ce point de vue-là, même s'il a une portée, au fond, plus générale et presque plus virulente en ceci qu'il attaque toute propriété privée. Mais s'il attaque toute propriété privée, ça veut dire qu'il n'y a plus de sécurité non plus. Si, parce que l'idée de Rousseau, c'est que... alors, c'est toujours pareil. C'est en fait, à l'état de nature, si, parce que les ressources sont suffisamment abondantes pour que tout le monde puisse manger sans que les ressources acquises par autrui ne me soient arrachées. Il n'y a pas de concurrence, parce que les ressources sont abondantes. Le problème et le drame rousseauiste, c'est qu'une fois qu'on a basculé à l'état civil, il n'y a pas de retour en arrière. Au fond, cette espèce de pseudo-paradis, qui n'est pas vraiment un paradis, mais je ne vais pas sur le détail, est définitivement perdu. Donc là, oui, en effet, ce paradis est perdu, il y a de la concurrence, les ressources sont plus aussi abondantes qu'auparavant, parce que justement elles sont accaparées par certains, et donc ça menace les équilibres économiques entre les uns et les autres. Avant Hobbes, Locke et Rousseau, d'autres penseurs ont déjà réfléchi aux questions du droit de commerce et de souveraineté. Du coup, c'est le moment de parler de Grotius. Qui est-il et pourquoi son travail est-il important pour comprendre l'émergence de ces débats? Alors, Grotius, c'est un juriste néerlandais travaillant en particulier au service de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. De ce point de vue-là, son travail, c'est de produire du droit. C'est de réfléchir à la légitimité des actions qui sont entreprises par l'entreprise, justement, pour laquelle il travaille. Et donc, Grotius se trouve en position de devoir justifier les actions de sa compagnie, laquelle se trouve, en l'occurrence, aux prises avec les Portugais. Les Portugais contrôlent à cette époque-là les routes des épices qui contournent l'Afrique et vont vers le sud-est asiatique. Et les Néerlandais entendent bien contester ce monopole pour accéder à des ressources qui sont extrêmement lucratives. C'est-à-dire qu'on n'a pas idée aujourd'hui du niveau d'importance économique qu'ont pu avoir ces routes aux épices. Donc il y a des guerres assez terribles entre Portugais et Espagnols pour contrôler ces routes et contrôler les îles desquelles proviennent les épices. Et donc, Grotius justifie ces guerres et ce qu'elles impliquent, en particulier le fait d'arraisonner des navires portugais. Ce navire, quand vous arraisonnez un navire portugais, il ne vous appartient pas. Donc qu'est-ce qui justifie que vous puissiez vous l'accaparer, prendre sa cargaison, éventuellement
détenir ces hommes, etc. Il faut justifier légalement tout ça. Et donc, une partie du travail de Grotius, c'est exactement ça. Et c'est une des justifications qu'il propose, c'est de dire qu'au fond, le monopole exercé par le Portugais est totalement injustifié, car les mers n'appartiennent à personne et la liberté de navigation doit être absolue. Et donc Grotius est celui qui va penser la mer comme cet espace en dehors de tout droit étatique, en dehors de toute territorialisation possible, et où donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et à partir de là, cela justifie de pouvoir accaparer d'autres navires. Ce navire se trouve dans un espace de non-droit, donc vous pouvez y faire ce que vous voulez. Donc Grotius, qui va être le point d'origine de l'état de nature, celui qui le premier va penser le concept, est aussi celui qui, au service de la VOC, la Compagnie des Indes orientales néerlandaise, justifie d'accaparer des navires portugais au nom de la libre navigation et du caractère dénué de propriétaire au fond de l'océan. C'est les pirates. Alors c'est pas exactement de la piraterie. Ok. Parce que la piraterie, c'est encore autre chose. C'est de l'auto-organisation, la piraterie. C'est des gens qui ont un bateau et qui décident de ne plus obéir à aucun maître, de ne plus obéir à aucune nation, à aucun roi, et de se servir eux-mêmes. Et de se servir eux-mêmes d'une façon qui est autogérée, puisqu'ils choisissent eux-mêmes le capitaine, qu'ils sont tout à fait susceptibles de destituer s'ils ne sont plus contents. Ils partagent le butin à part relativement égale, etc., etc. Et c'est pas exactement ça quand on accapare un autre navire parce que il n'y a plus de droit et Alors pas exactement, parce que la Compagnie des Indes orientales, elle vise pas du tout le bien-être et le bien des gens qui sont sur les bateaux de la Compagnie des Indes orientales, mais l'enrichissement personnel des actionnaires de la compagnie. Au fond, ce sont deux modèles tout à fait opposés, puisque d'un côté, la Compagnie des Indes orientales est une espèce de proto-modèle du capitalisme naissant, société par action, exploitation du travail des marins par des gens qui ne mettront jamais le pied sur un navire parce que c'est beaucoup trop dangereux, alors que la piraterie, c'est comme si les ouvriers devenaient propriétaires du moyen de production, à savoir le navire en l'occurrence, et ne servaient plus que l'intérêt de leur groupe d'ouvriers. On est sur deux modèles totalement opposés en l'occurrence. Mais Grotius n'est-il pas aussi connu pour sa conception du droit naturel, ou ça n'a vraiment aucun rapport du coup avec l'état de nature? Alors si, il y a un rapport direct. Il est en effet un des théoriciens du droit naturel. Mais ce que je trouvais intéressant et ce que au fond j'essaie de tracer, c'est que de fait il y a un lien direct entre théoriser le droit naturel, théoriser l'état de nature, et ce statut qui par ailleurs est aussi le sien de juriste au service de la Compagnie des Indes orientales. C'est tout de même une drôle de coïncidence que de retrouver la même personne des deux côtés. Et de trouver que ce concept d'état de nature va recouvrir assez exactement ce qu'on a appelé les lignes d'amitié, et que les problématiques qui se sont posées à propos de la conquête du monde et de sa mise en coupe réglée et de son appropriation se retrouvent dans la philosophie de l'état de nature de Locke, etc. On retrouve à chaque fois les mêmes thèmes, les mêmes conceptions des deux côtés de la pièce, des deux côtés de la médaille. Du côté philosophique de la médaille, chez Hobbes, chez Locke, chez Grotius quand il devient théoricien du droit naturel, et du côté géopolitique, chez Élisabeth, comme je la citais, en face de Locke, du côté des lignes d'amitié, en face de la conception hobbesienne, du côté de Grotius, quand il est juriste au service de la VOC. C'est à chaque fois les deux faces d'une même médaille qui se retrouvent. Si bien que, c'est une hypothèse qui mériterait d'être creusée, mais si bien qu'on peut peut-être estimer qu'au fond, la philosophie opère avec cet état de nature un travail de reprise d'un concept qui, au fond, elle hérite d'ailleurs de la géopolitique et auquel elle donne aussi une sorte de vernis philosophique.
qui est un peu une idée de Marx, quoi. C'est une infrastructure économique, et les idées ne viennent qu'habiller et légitimer a posteriori un état de fait géopolitique et économique. Toute la philosophie est venue donner du vernis légitimement par le prestige de la philosophie à quelque chose qui était une réalité matérielle et peu ragoûtante, à savoir tout ce qui est de l'autre côté de la ligne, on prend tout, quoi. On peut attaquer, récupérer, réduire en esclavage, etc., etc. Sous prétexte que ça n'appartient à personne, que les traités n'ont pas cours, que la mer est libre de droit, etc., etc. Et ils pensent contre ça, nos philosophes. Ils pensent en regardant ça et en se disant « Ouh là là, ça va pas du tout. Du coup, la société, c'est merveilleux pour telle et telle raison. » Et ensuite, vous avez Rousseau qui vient mettre un peu les pieds dans le plat en disant « C'est peut-être pas si merveilleux que ça. » Est-ce que chez les anthropologues, je pense notamment à Lévi-Strauss, il ne vient pas remettre justement en question cette idée des individus qui habiteraient par hasard et qui viendraient se rencontrer? Il y a l'idée qu'on est toujours déjà dans une société, il me semble. Et que du coup, dans ce sens-là, ça ne tient pas la route, toutes ces conceptions des individus complètement isolés. Tout à fait. C'est une critique assez classique de se demander, mais enfin, comment, si tout le monde est à l'état de nature, comment fait-on pour ne serait-ce que fonder une famille et que l'espèce perdure, vu qu'on est censé être isolé? Alors, il y a des réponses, c'est chez les uns et les autres, qui sont plus ou moins convaincantes. Et en effet, la critique lévi-straussienne est sans doute la plus précise, puisque, au fond, il est peut-être peut-être pas le premier, mais enfin, un de ceux qui disent le plus précisément que l'individu n'est pas premier sur la société, mais c'est la société qui est première sur l'individu. Au fond, c'est pas, comme le disait Thatcher, il y a d'abord des individus et éventuellement ensuite de la société qui arrivent, mais pour qu'il y ait des individus, il faut forcément qu'il y ait de la société avant. Et la raison en est chez Lévi-Strauss du côté de l'interdit de l'inceste. Puisque pour que je puisse me marier, il faut forcément qu'il y ait une autre famille dont les enfants soient disponibles pour que je puisse y trouver un conjoint, une conjointe. Et donc, nécessairement, tout commence par des réunions de famille desquelles vont pouvoir naître des individus. Donc, en effet, cet état de nature ne peut qu'être fictif en ce sens-là, au sens où tout commence toujours déjà avec de la société. Et donc toujours déjà avec du territoire qui existe, qui est approprié, qui est mis en valeur, qui est cultivé, etc. Donc l'idée qu'on puisse débarquer quelque part sur cette planète en disant « bon, là, il n'y a personne, il n'y a pas de société, donc on peut s'approprier » une idée parfaitement fausse, mais dont on voit les effets politiques, dont on voit que politiquement, elle a été utile pour justifier certaines conquêtes. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose avant la fin ? Pas particulièrement. Je vous remercie à nouveau pour l'invitation. J'espère avoir été relativement clair dans mes explications. Ok, c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver la suite, la rediffusion sur notre chaîne YouTube et aussi sur les ondes de Radio Campus Tour 99.5. On se dit à bientôt.